Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo, on va dire update lecture. Je voulais simplement vous remercier pour les retours de la vidéo de dimanche. Parce que sincèrement, quand je l'ai postée, j'étais vraiment pas sûre d'avoir adopté le bon ton. Je me trouvais un peu insupportable à la caméra. Et merci pour vos retours. Je vois que ça en a conscientisé quelques-uns, que beaucoup d'autres sont pas contents, comme Freya actuellement qui a décidé de vouloir sortir dehors, alors que frais, il y a l'orage. Donc non. Vous remercier pour votre venue à Étanges Grande aussi, parce que là c'est la reprise des salons et merci d'être venu, voilà, c'était super chouette. Je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, je serai à Hypermonde à Bordeaux. C'est la première fois que les Trois Nornes vont aller à Bordeaux, où vous pourrez retrouver tous les ouvrages des Trois Nornes, et à la fin du mois, vous n'aurez que l'embarras du choix. Soit on sera présent au Cultura à Cholet avec Émilie Norsken, donc Émilie sera là pour dédicacer au Cultura de Cholet, et on sera avec l'autrice et l'illustratrice de La Forêt aux Fleurs d'Or, à Renard Doré, qui est une célèbre librairie parisienne qui me semble qui se trouve à côté du musée d'histoire naturelle à Paris. Et on a très hâte de vous y voir, j'ai vraiment hâte. Et je vais commencer à vous mettre les dates d'octobre. Alors, vous me voyez la première, désolée, mais en octobre, l'imaginaire, ça peut être le mois de l'imaginaire, il n'y a quasiment aucun salon. Je peux vous proposer simplement une rencontre dans la librairie Morgane à Rouen, donc c'est une librairie d'imaginaire qui a ouvert l'année dernière. Et au mois de novembre, c'est un peu plus chargé, on retourne à Légendarium à Arras en dédicace. On sera au salon du livre, l'autre salon du livre de Paris. C'est un salon du livre un peu particulier dans le sens que c'est vraiment un salon qui est pensé pour les éditeurs indépendant. Je viens d'avoir la réponse ce matin, donc je peux vous le confirmer. Et à la fin du mois, on sera au salon du livre de Wallonie, c'est-à-dire que c'est un salon du livre qui se situe à Mons en Belgique, donc amis belges, je reviens avant la fin de l'année. Et pour décembre, je vous transmettrai ça très prochainement, mais il y a l'Alsace et il y a aussi de nouveau la Normandie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre qui a été une très bonne découverte. Donc c'est un service presse que j'ai reçu de Brajlon, de Wesley Chou, L'art de la prophétie. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais il y a eu un terrible orage hier quand je suis revenue sur la route de Étanges Grande et il pleut à foison. On est sur de la fantaisie chinoise, d'inspiration chinoise, qui a un parti pris un peu sympa. Et c'est ça qui m'a plu et j'ai été marquée par le fait que le texte voulait te proposer quelque chose que t'as pas forcément l'habitude de lire. Jian, en fait, il a été élevé comme étant le héros de la prophétie qui veut, qu'il doit éliminer, on va dire, le grand dirigeant / dieu de la contrée qui est opposé à son pays. Qu'il est élevé comme ceci, il est élevé pas forcément par les bons, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre le garçon comme un objet politique et donc il va être plus manipulé politiquement que vraiment formé à cette tâche-ci. Sauf que ça va pas se passer comme il le pensait, c'est-à-dire que le mec qui devait éliminer va se faire tuer de façon assez ridicule par un pauvre soldat que personne ne connaît. Et donc la menace tant attendue depuis des années qui était prophétisée a disparu et donc le jeune homme, sa quête est terminée. Sauf que les pouvoirs publics n'en décident autrement, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour éliminer Jian parce qu'ils veulent pas que ce dernier devienne un objet politique trop important. Et donc le garçon va être sauvé par une femme guerrière qui est représentée sur la couverture, qui décide de l'épargner, de sauver le gamin et de comprendre ce qui s'est passé avec la prophétie. Faut savoir qu'il y a un peu deux points de vue. Il y a 4 points de vue principaux, c'est un récit polyphonique. On va suivre ce Jian qui se retrouve du jour au lendemain, gamin arrogant, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout chié, et je vais me faire tuer, quoi, à cette femme hyper badass, alors qu'on décrit comme assez vieille dans le texte, mais au vu de sa forme physique de karatéka, je pense que c'est plus une femme qui a la cinquantaine ou la soixantaine, qui va on va autant découvrir son passé et découvrir ce personnage qui est vraiment le personnage, je trouve, coup de cœur de ce texte, passionnant, avec un passé mystérieux, hyper badass, et en même temps, il y a Freya qui saute sur la porte pour rentrer. Voilà, ce chat n'a aucune patience. Et surtout, il y a aussi 2 autres personnages qui sont de l'autre côté du territoire. Une des suivantes un peu de ce dieu qui a été tué et qui va se retrouver du jour au lendemain a pu trouver de sens dans sa vie et surtout a essayé de rebâtir son pays parce que ils se sont pas contentés de tuer leur dieu, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur peuple en esclavage et donc elle avait essayé un peu de jouer contre ça. Et en parallèle, on va suivre un assassin qui va prendre un petit peu trop goût à son métier, qui fait aussi partie un peu d'une
truc un peu secret. Et en fait ce texte, j'ai trouvé ça rafraîchissant comme narration, comme plot, parce que les histoires de prophétie, c'est un truc que j'aime toujours autant, c'est-à-dire que on baigne là-dedans, c'est la bonne fantaisie à papa, c'est un cliché littéraire, mais quand elle est bien faite, ça peut très bien fonctionner, hein. Comme je vous dis, hein, le John Gwynne et Terre Bannie, c'est aussi de la prophétie, ça se fait très très bien. Mais là, le fait que la prophétie est résolue et se demander ce qui se passe et sur quoi repose une prophétie, ce que ça importe, c'est assez chouette. J'aime beaucoup l'esthétique du livre aussi, je voulais en parler un peu de Brajlon, parce que c'est vrai que j'aime bien le côté un peu noir et blanc, un peu esquisse qui a été choisi avec... alors, là, il est rouge sur le SP, mais je crois qu'il est jaune en commerce. Je l'ai vu avec du jaune, donc voilà, peut-être qu'on a des éditions un peu particulières, je ne sais pas. Mais le livre est vraiment bien. Il est au prix de 27 €, donc voilà, augmentation du prix du papier. Le bouquin fait quand même 600 pages, il y a de la lecture pour le coup. Et c'est de la fantaisie chinoise, on retrouve le trope du... au-delà de la mythologie. Je vais peut-être rentrer Freya parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Je vais m'excuser publiquement, il pleut, mais du genre, vraiment, c'est l'orage de chez l'orage, là, la pauvre, failli s'envoler avec tout ça. Donc au-delà de la fraîcheur du récit, j'ai trouvé les personnages assez intéressants, très dans évolution, parce que c'est-à-dire que Jian, il est insupportable au début, vraiment, et même lui, à la fin du récit, on commence à s'attacher. C'est un bouquin qui ne laisse pas de répit, voilà, ça se lit très vite, dans le sens que il y a toujours quelque chose qui se passe. Moi, j'avais toujours le point de vue de cette vieille femme, où je suis en mode, j'ai envie de savoir ce qui lui arrive, voilà, parce que c'est un peu elle le nœud de ce premier tome, et pas forcément le personnage... T'es mouillé mon chat. Et pas forcément le personnage masculin de la prophétie, c'est ça que j'ai aimé. J'aimais aussi la représentation dans le texte, c'est-à-dire que on a une femme d'un certain âge qui est un personnage principal, donc c'est pas forcément le plus représentatif. Je retrouve tout ce que j'aime dans la fantaisie chinoise, c'est-à-dire le combat, l'honneur, pas tellement de mythologie. Voilà, ça c'est plus, je trouve, mis en avant dans les fantaisies plus japonaises. Là, on retrouve si tu as aimé un peu... on va dire la grâce des rois, même si la grâce des rois est quand même un cran supérieur, parce que là on est entre l'adulte et le young adulte, vu qu'on suit des personnages quand même assez jeunes. Il en reste que je pense que ça peut te plaire. Mon cœur, t'as peur de l'orage ? Elle s'est mise sous mon aisselle, voilà. Mais donc ça a été une réussite. J'ai vraiment envie de découvrir le tome 2 et de savoir ce qui se passe, parce que c'est pas un tome 1 qui se propose à faire que de l'exposition. Là vraiment on a cette recherche de prophétie, on a les personnages qui évoluent quand même pas mal du début jusqu'à la fin, on a les guerres qui se mettent en place, on a les grands enjeux qui sont déjà mis en place, et donc j'espère quand même que le tome 2 sera pas forcément un tome de transition, mais quelque chose qui va vraiment dans la vague de on continue l'histoire, voilà, qui va vite et avec plein d'éléments. En même temps, ça a ce côté un peu fantasy traditionnel que j'aime. On a des archétypes de personnages assez vus et revus, mais en même temps c'est ce qui fait leur charme. On a la politique biaisée et le pouvoir manipulé. On a la religion qui a beaucoup d'importance, et en même temps là on va parler plus du bouddhisme dans le texte, et c'est assez chouette parce qu'on va avoir tout un passage avec des moines et ce qu'ils ont en fait comme rôle avec la prophétie. Donc religion et prophétie sont entièrement liés dans le récit. Ce qui est assez frustrant, c'est que en fantasy chinois je m'attends toujours à ce que ça soit un peu plus belliqueux, et surtout à ce qu'il y ait un peu plus de guerre dans le texte. Voilà, là ça manquait un petit peu de ça, mais pour l'instant ça a été un très très bon tome. J'ai beaucoup aimé, même si je trouve que le point de vue le moins travaillé reste celui de l'assassin, où il se contente quand même d'être un peu oulala je suis le vilain assassin, et ça c'est un peu cliché et pas très réussi. Mais j'attends de voir le tome 2 pour un peu plus creuser les personnages de l'autre camp, même si il y a des grosses ficelles narratives, hein. C'est pas un livre au-delà de son bouleversement premier, c'est un livre qui est très traditionnel dans les plots après que ça propose, mais on se doute que les personnages, c'est un roman polyphonique, ils vont se rencontrer. En plus t'es prêt à parier entre la jeune fille qui travaille pour son clan et le jeune garçon qui lui a pas réussi la prophétie. Tu sens la romance peut-être venir, ou quelque chose où ils vont avoir un lien, un truc impossible entre les deux. Peut-être que je me trompe, mais ça sent un peu ça quand même. Donc voilà, j'attends d'être surprise, mais ça a été vraiment très très sympa. Voilà, je vous le recommande si vous aimez la fantaisie chinoise, si vous voulez commencer la fantaisie chinoise, parce que c'est vrai que ce que je vous ai présenté est pas forcément le plus facile et abordable, hein. La grâce des rois, c'est très belliqueux, c'est
c'est très violent et ce genre de choses, ça permet de mettre un pas dedans parce qu'il y a cet entre-deux entre le young adulte avec des jeunes personnages et l'adulte avec certaines situations. Mais si tu aimes les histoires de prophéties, de jeunes hommes qui doivent affronter un peu une quête, et là c'est pas la quête qu'il attendait, ça peut être sympa à lire, surtout avec des personnages qui sont attachants. Après, c'est sûr que quand t'as un plot twist dès le début qui te dit oh là là, il est mort, le grand méchant, tu t'attendrais à ce qu'il y a plus de subtilité et un peu plus de difficulté narrative après. Et moi, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que c'est un peu simpliste après, malheureusement. Voilà. C'était un petit peu en demi-teinte à cause de ça. Ensuite, je vais vous présenter le gros intégral en dernier, parce que je ne voulais pas encore présenter celui-ci. Et je vous présenterai ma lecture en anglais qui est traduite en français, donc vous pourrez la trouver en français. J'ai lu La balade de Pern, l'intégrale 3, donc chez Pocket. J'attends l'intégrale 4, non, c'est en novembre je crois qu'ils sortent le 4 et le 5, donc ça va arriver prochainement. Ça a été l'intégrale que j'ai préférée de La balade de Pern. Alors je vais reprendre un petit peu parce que tout le monde ne regarde pas les objets de lecture, mais La balade de Pern, c'est un ouvrage qui est hyper important dans l'imaginaire. C'est avec Ursula Le Guin, je pense Anne McCrea, une des autrices les plus marquantes de sa génération. Ça fait partie de la vieille fantasy, il y a tellement peu d'autrices qui ont écrit. En ce moment je lis pas mal de vieilles autrices de l'imaginaire. Et La balade de Pern, c'est un ensemble de romans qui se situent dans le même univers et qui parlent un petit peu de dragons. Voilà, c'est un peu particulier, parce que vous savez que moi et les dragons, c'est pas forcément l'amour fou. Mais La balade de Pern, je dois dire que cette édition-ci est la meilleure. C'est en général l'intégrale 3, 4 et 5. En général, c'est ce que aime le plus le lecteur, parce que c'est les premiers livres, à ce que j'ai compris, qui ont été édités. C'est un parti pris par Pocket qui est un peu particulier d'avoir publié les livres dans le sens chronologique de l'histoire et pas dans le sens chronologique de publication. Ce qui fait que les premiers tomes sont pas forcément très très bons. Parfois t'es en mode what the fuck, hein, l'intégrale 1 pour moi il faut vraiment le passer parce que t'es en mode qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi on parle de dauphins dans un univers de dragons, c'est très SF les premiers tomes, et en fait là t'es vraiment dans quasiment de la pure fantasy, même s'il y a un petit peu de médecine et ce genre de choses. On est dans la fantasy qui se passe dans le futur en fait. La balade de Pern, c'est l'histoire d'un groupe de personnes d'humains qui vont partir coloniser une planète pour refaire la vie, parce qu'ils ont détruit la Terre, hein. Et là-bas, ils vont faire la rencontre de dragons qui vont décider d'élever. Et ils pensaient avoir toute la technologie suffisante pour pouvoir bien vivre sur cette planète, sauf qu'il y a un gros problème, c'est qu'il y a des fils qui tombent sur la planète, c'est des sortes d'astéroïdes, et qui détruisent tout. Et donc, ils vont s'armer avec les dragons pour les affronter. L'intégrale 1, à mon sens, c'était pas très bon. L'intégrale 2, un petit peu mieux, parce qu'à partir de l'intégrale 2, on étudie un peu plus tout ce qui est fort. C'est-à-dire que les peuples humains vivent dans des forts pour se protéger des fils, et une société qui est plutôt organisée comme une société médiévaliste. Et donc, dans le tome intégral 2, on suit des personnages très emblématiques, hein. On commence à découvrir les monteurs de dragons et ceux qui chassent les fils, les harpistes, qui, à mon sens, sont un peu les plus intéressants de l'histoire. C'est très axé sur les harpistes, cet intégral 3, et c'est ce que j'ai aimé. Donc dans celui-ci, vous avez le maître harpiste de Pern, vous avez ensuite, parce que attendez, ça fait plus d'un mois que j'ai lu, le vol du dragon, et ensuite la quête du dragon, et c'est avec l'intégral 2 des histoires qui se suivent, notamment celle-ci, on est plus sur des tomes un peu plus dépendants les uns que les autres que les premiers où tu te demandes ce qui s'est passé, quoi. J'ai adoré notamment le premier qui est le maître harpiste de Pern. C'est l'histoire d'un jeune homme dont le père est harpiste. Alors les harpistes dans cette société, c'est un peu ceux qui enseignent le chant, qui a une fonction particulière dans ce monde-ci, mais ils vivent à l'intérieur des forts, ils sont quasiment un rôle de conseiller. Le grand maître harpiste a une très 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 grande importance, et dans chaque fort il y en a un. Il y a on va dire une reine dragon, il y a un harpiste, donc il y a vraiment chacun à sa tâche. On va suivre ce garçon qui est le fils de deux harpistes, dont un est assez reconnu par ses pairs parce que très grand compositeur, et le garçon va s'avérer génialissime, c'est-à-dire qu'il a un talent vraiment, vraiment, vraiment abouti pour le chant, et il va se découvrir, lui, en parallèle, au fur et à mesure de grandir,
un attrait pour les dragons, c'est-à-dire qu'il arrive à communiquer avec eux. D'une manière, voilà, par l'esprit. Et son père ne réagit pas comme le meilleur des pères, c'est-à-dire qu'il va prendre vite fait en grippe son fils parce qu'on se rend compte qu'il est extrêmement jaloux de lui. Donc dans ce grand maître des harpistes, on suit vraiment l'enfance et l'adolescence de ce personnage, ses relations avec ses parents et ce genre de choses, que la balade de Pern, au-delà de la fantaisie, c'est un univers qui parle énormément de la famille. Et de la toxique. Là, on parle beaucoup des relations toxiques, que ça soit dans le couple et dans la structure familiale. Et on va suivre ce jeune homme qui va être un peu aux prises entre deux passions et qui va devenir un des personnages les plus importants de son époque, dans une époque où les fils, ça fait longtemps qu'ils sont pas tombés et que tout le monde pense qu'ils ne tomberont jamais plus. Mais est-ce le cas ? Je vous laisserai le découvrir. C'était un intégral qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. C'est que c'est un intégral qui m'a plu pour ses thématiques, parce qu'on est vraiment ici sur quelque chose de très différent de ce qu'on avait à l'époque. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire La balade de Pern, parce que la fantaisie de l'époque qui sortait dans les années 60-70, c'était très bourrin. C'était le glaive, le barbare qui va combattre et ce genre de choses. Là, on est sur une fantaisie qui parle beaucoup de la famille et de la maternité. Le statut de la mère est très étudié. Il y a aussi des très 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 belles histoires d'amour à la fin notamment, et on parle aussi de toute la relation entre les dragonniers et leur monture et les dragons qui ont une conscience. Prête à des scènes assez touchantes, c'est un récit qui peut faire pleurer, c'est un récit qui est très dans l'émotion et ce genre de choses, plus que dans l'épique et la bataille, même s'il y en a, voilà. Après, La balade de Pern, j'ai beau en penser énormément de bien dans celui-ci, avec des personnages beaucoup plus creusés, avec une sensibilité que j'apprécie, avec des thématiques super en avance pour l'époque, parce que La balade de Pern, quand tu vois, c'est hyper écologique, c'est féministe, c'est assez engagé sur la liberté d'aimer qui on veut et ce genre de choses. C'est aussi sur la liberté de bien traiter ses enfants, c'est quand même très en avance là-dessus. Il en reste que je trouve que ça a quand même vieilli, ça vieillit dans le style. Voilà, c'est une plume qui est assez lourde à lire, mais surtout ça a vieilli aussi dans la manière dont ça a été construit, c'est-à-dire que les thèmes, les personnages sont intéressants, l'histoire paraît super simpliste et vu et revu, c'est pas la narration qui m'a marqué plus que ça. C'est plus les émotions, les ressentis des personnages et ce que leurs actions ont comme influence. C'est déjà présent dans l'intégral 2, mais l'arrivée d'un espèce d'opposant que ça a comme conséquence. En fait, ce qui est assez frustrant avec ce livre-ci, c'est que on va t'expliquer la vie du fort, on va t'expliquer qu'il y a plusieurs cours, les relations entre plusieurs cours et ce genre de choses. Mais au niveau du world building, il n'y a pas grand chose en fait. C'est très lisse, c'est très en surface. Et je pense que pour un lectorat d'imaginaire qui aime bien aller en profondeur, qui aime bien creuser, avoir des univers assez poussés, ça peut être assez frustrant. Si vous êtes plus lecteur d'univers un peu plus à émotion, à thématique, parfois un peu difficile, notamment le personnage un peu méchant de l'histoire, il a une relation femme qui est très violente et c'est vrai que là on parle beaucoup de la relation entre les hommes et les enfants et les femmes dans le texte et donc ça prête à des scènes qui sont pas toujours faciles, mais voilà, c'est une fantaisie qui est plus touchante, qui est plus tournée vers les personnages et l'émotion que vers l'histoire, même si le côté des harpistes, là on a envie d'en savoir un peu plus. Toute cette histoire avec les fils qui continuent, j'ai très envie de lire l'intégrale 4 et 5 parce qu'on en a dit beaucoup de bien, mais je pense que c'est plus une fantaisie destinée aux gens qui aiment la vieille fantaisie, un peu vieillotte et ce genre de choses. Si vous n'êtes pas amateur de fantaisie à papa, ne vous y lancez pas, et si vous êtes amateur de fantaisie très poussée, très belliqueuse, guerroyante et tout ça, c'est pas du tout le genre de fantasy que c'est, mais c'est un peu original dans le paysage, on va dire littéraire, surtout de l'époque, et c'est important pour moi de le lire parce que pour moi ça fait partie des classiques et c'est un peu un pilier d'un certain type de fantasy. Je sais pas si on pourrait classer ça comme de la fantasy romantique, alors pas de la romantasy parce qu'avant que la romantasy existe, il y avait ce qu'on appelait la fantasy romantique, la romantic fantasy en anglais, c'était plutôt la fantasy qui tournait autour, alors c'est un peu sexiste de ça, le truc était un peu sexiste de l'appeler comme ça, mais c'était de la fantaisie où les femmes étaient très mises en avant, où il y avait aussi des relations amoureuses, mais c'était plus les émotions qui étaient mises en avant. On classe souvent Kuchiel dans ce texte-ci parce que on va suivre le parcours d'une jeune femme et ce genre de choses. Je me dis que peut-être c'était un peu un des avant-gardistes de cette époque-ci, mais je peux vous dire que les portraits de personnages sont vraiment très réussis là-dedans. Donc aux amateurs de psychologie, ça c'est cool. Le dernier, alors ça...
C'était une très très bonne lecture. Je faisais pas la fière en le lisant. Je pensais pas que ce bouquin me mettrait si mal à l'aise que ça, parce que j'aime bien les films un peu d'épouvante. J'ai été effrayée par la série, mais sans plus. Mais le bouquin m'a mis hyper mal à l'aise. Et en fait, j'ai pas lu tant de livres d'horreur que ça. J'ai lu des vieux classiques et ce genre de choses, parce que déjà, on n'en publie pas tant que ça, mine de rien. Et c'est un genre vers lequel je veux aussi un petit peu tendre, parce que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai lu le fameux, l'unique The Haunting of Hill House, donc de Shirley Jackson. Ce bouquin a inspiré un de mes réalisateurs préférés, qui a fait toute une collection de saisons de séries horrifiques sur Netflix, dont la prochaine sort très prochainement, qui va être donc sur la maison Usher. Alors c'est une adaptation très très libre hein, par rapport à ce livre-ci. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Éléonore. Éléonore, elle a une vie un peu tristoune, c'est le cas de le dire. Elle a passé sa vie en fait à s'occuper de sa mère. Sa mère malade, et sa mère est décédée, et elle va accepter l'invitation d'un de ses professeurs à venir dans un château pour une expérience. Elle va être accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Théodora, et de Luc, qui est l'héritier en fait de la demeure en question. Ces trois personnages avec le professeur vont vivre dans cette maison. Faut savoir qu'on suit le personnage de Éléonore, qui va subir la maison plus que d'autres. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un des textes fondateurs de la maison hantée. Hein. Vraiment, c'est un peu décrit comme ceci. Shirley Jackson, c'est une des autrices les plus connues en termes d'imaginaire, on va dire, horrifique. C'est une autrice qui est passionnante. J'ai déjà acheté un autre livre qui s'appelle The Sundial d'elle, qui est très connu, très lu aux États-Unis, beaucoup moins par chez nous. Genre, vraiment, ce texte-ci est édité en français, mais pas du tout mis en avant, ce qui est très dommage. C'est La Maison Hantée, je crois qu'il a été traduit comme ça en français. Et donc, Éléonore va à Hill House, et là-bas, va subir les affres de la maison. Elle sait pas trop si c'est la maison, si c'est autre chose qui vient un peu la hanter. Il y a des phénomènes qui se passent. Et ce bouquin, en fait, au-delà de l'atmosphère, c'est qu'on sait jamais si Léonore, elle est en train de fantasmer des trucs ou pas. Mais sincèrement, je sais pas si c'est parce que c'est passé par l'écrit et que tu es dans la tête d'Éléonore et t'as l'impression que quand elle est dans son lit, t'es à sa place dans le lit, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça bien plus angoissant, du genre ça fait mais vraiment mal à l'aise, dans le sens, il y a une scène par exemple, voilà, pour vous donner un exemple, parce que la fin est horrible et tout, mais très bien fait, genre le bouquin est très bien pensé, c'est court mais ça fait son taf, et quand tu as vu la série, tu vois les petites inspirations de certaines scènes. Un moment, elle est dans son lit, il faut savoir qu'elle dort avec Théodora dans la même chambre, parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées, et déjà qu'en arrivant dans le château, elle rencontre un couple qui vient leur faire à manger et qui leur disent que eux ils se barrent avant que le soleil se couche, c'est hors de question qu'ils restent dans la maison. Elle dort, et en fait elle entend des trucs, et elle va serrer la main de Théodora, qui lui serre la main en retour et tout, qui lui caresse les cheveux et tout, pour la rassurer. Et en fait, elle se rend compte que, à bout d'un moment, que ça peut pas être Théodora qui lui caresse les cheveux, tu vois. C'est pas un récit où il y a des monstres qui apparaissent, pas du tout. C'est un truc du genre, c'est sur la ligne fine de est-ce que je suis en train de rêver ou pas, est-ce que c'est Léonore qui pète un plomb ou pas, vraiment, et les scènes sont très marquantes, et je comprends pourquoi ça devient un classique un peu, parce que vraiment en termes de maison hantée, je trouve que c'est un texte qui est bien plus réussi que ce qui sort actuellement au cinéma, avec des jumpscares, des démons qui sortent de partout et tout. Là, c'est beaucoup plus subtil. La maison, en fait, est un personnage. Et vraiment, c'est très réussi. Et je pense que ça peut pas forcément être retranscrit à l'écran, alors que dans le livre, oui. Les personnages sont horribles et attachants en même temps. C'est aussi représentatif un petit peu d'une époque. Et l'ambiance est très gothique et glauque. Hein. Si vous voulez un roman gothique et glauque, là, on est dedans. La fin est superbe. Vraiment, j'étais comme ça derrière des chapitres. J'étais en mode ok, bon. En termes de lecture en anglais, pour ceux qui voudraient le lire en anglais, c'est pas très très difficile à lire, sincèrement. Même si on est parfois sur des vieilles formulations, un vocabulaire emprunté. C'est des phrases qui sont courtes, qui sont percutantes. C'est pas un style empoulé ou ce genre de choses. On va à l'idée principale. Et en même temps, il y a beaucoup de descriptions d'atmosphère, voilà, de trucs un peu brouillard, froid, et cette maison qui est magnifique, et en même temps on apprend son passé, ce genre de choses.
Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'avais lu Le Tour d'écrou, qui est donc le livre qui a inspiré la saison 2. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est beaucoup un autre genre, c'est-à-dire que dans celui-ci, on est plus sur une jeune fille qui va devenir une jeune fille au père auprès d'enfants dans une maison où ça se passe très très mal aussi. Là, c'est vraiment plus la maison et ce personnage d'Éléonore qui est hyper touchant. Voilà, vraiment hyper touchant et en même temps, tu sais, comment à dire, mais c'est pas... La maison, elle est pas pensée comme un truc genre, oula, la maison, elle fait peur et tout. C'est bien plus dans la nuance. En fait, ce bouquin est vraiment dans la nuance et je vous le conseille absolument. Il a été traduit si vous vous sentez pas de les lire en anglais. Je dois dire que cette édition chez Penguin, c'est... Bon, Penguin, j'ai pas besoin de vous présenter l'éditeur. Elle est assez chère. En fait, c'est là que je me suis rendu compte. Je suis allée à la Shakespeare pour les acheter. Elle est à 10 livres alors que c'est du paperback et qu'il n'y a pas grande page à lire et surtout que c'est considéré comme un classique. Et faudrait que je me renseigne, mais je suis pas sûre que les classiques anglais, contrairement à nous, bénéficient de prix très avantageux à l'achat. J'ai payé le tome 3 que je vais vous présenter, donc de La Garde du Pavot, j'ai payé le même prix alors que le bouquin fait au moins 4 fois plus de pages que celui-ci. Mais voilà, j'aime bien ces éditions parce qu'elles font très littéraire anglais. Voilà, j'étais contente d'avoir du Penguin. J'ai beaucoup plus de fantasy, c'est un des premiers textes un peu de classique comme The Great Gatsby que j'avais lu. Mais j'ai envie de tout lire maintenant de Shirley Jackson parce que j'aime sa plume, j'aime la façon dont c'est fait et il y a vraiment une ambiance qui est très très réussie. Mais il y a des scènes là-dedans qui sont pas sanglantes mais qui font froid dans le dos parce qu'elles sont dérangeantes et que t'as jamais trop la clé de l'histoire dans le texte. Voilà, tout est laissé à ton impression et tes conclusions. Donc voilà, comme je vous dis, je me suis acheté le Sundial que je vous présenterai dans le prochain book haul, mais voilà, Shirley Jackson, c'est un classique de l'horreur et je pense que pour le mois d'octobre, je vais lire quasiment que de l'imaginaire, c'est pour ça là que j'ai lu pas mal de cozy mystery et je vais ensuite peut-être lire un petit peu d'horrifique en même temps. Il faudrait que j'aille en librairie pour ça, mais comme vous le remarquez, je voulais conclure la vidéo là-dessus. Bientôt, ce ne sera qu'un haul de carton. Je suis sincèrement désolée de vous proposer un décor qui va être dégueu comme ça pendant quelques mois. Parce qu'en fait, je ne sais pas quand je peux déménager. Et sincèrement, vu mon métier, en fait, j'ai profité de mes quelques jours de vacances pour commencer à faire des cartons parce que j'aurais pas le temps, en fonction de la période, de faire des cartons à ce moment-là. Donc voilà, on avance un peu. J'ai laissé juste ma fantaisie adulte, voilà, là, et des classiques ici, mais j'ai rangé toute la jeunesse, et ça fait déjà beaucoup trop de cartons à mon goût. Mais j'ai fait un peu de tri aussi, j'ai fait un petit peu de tri. Mais voilà, c'était juste pour vous annoncer que d'ici la fin de l'année, il y aura donc un changement de décor, que je pense que d'ici la fin de l'année, le décor sera jamais vraiment très très bien, et que de toute manière, ma prochaine bibliothèque, je ne pense pas pouvoir faire ma bibliothèque tout de suite, donc on va sûrement réutiliser des billets et tout, mais que la biblio, elle évoluera avec le temps, mais je vous en ferai une vidéo, voilà, consacrée, parce que vous savez ma passion pour les bibliothèques. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et n'hésitez pas à me conseiller des livres comme d'habitude, par exemple ce que vous lisez, et à me dire ce que vous lisez. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très bonne journée.